Je vous en prie. Ça va. Bonjour à tous, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, moi, je suis Stéphanie et j'étais la coordinatrice du projet de support aux maisons de repos en Belgique. Et ma collègue Pauline est infirmière et elle a participé aux équipes mobiles de support justement dans ces maisons de repos. Alors, rapidement un petit peu la présentation. Donc, on va vous expliquer voilà, comment est-ce que MSF a commencé cette intervention. Et puis un petit peu les deux moments clés qui, je dirais, sont le rapport qu'on a sorti au mois de juillet quand on a finalisé la première partie de l'intervention, et puis l'étude qualitative qu'on a réalisée justement aussi au mois de juillet dans les maisons de repos sur les besoins en support psychosociaux pour les résidents et le personnel des maisons de repos. Et pour terminer, quelques recommandations. Alors, il faut savoir que, bon, évidemment, MSF, Merci. On a plus souvent l'habitude de travailler à l'étranger. C'est un petit peu comme ça que les gens nous connaissent. On travaille dans plus de 70 pays à travers le monde. Et ça nous a donné une expérience dans la gestion des épidémies. Et au mois de mars, on s'est rendu compte que cette expérience, il allait falloir qu'on la mette à profit de la Belgique parce que on n'était pas forcément très bien préparé à la crise du Covid. Et on s'est dit qu'on pouvait vraiment aider les secteurs du terrain. Donc on a commencé d'abord par donner un support à quelques hôpitaux en Flandre et en Wallonie. On a aussi aidé pour les centres de convalescence en Flandre. Et enfin, on a décidé de donner du support pour la prise en charge des patients de groupes vulnérables, donc les migrants et les sans-abri dans la région bruxelloise. Et finalement aussi de donner du support pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Il faut savoir que donc on a commencé l'intervention à Bruxelles. Et puis après, on s'est développé en Wallonie et en Flandre pour les maisons de repos. À la demande de la VIC, en fait, début avril, on a décidé de shifter nos opérations qui étaient plutôt pour le support des hôpitaux vers les maisons de repos. Et on a décidé de lancer, en collaboration avec eux, des équipes mobiles, multidisciplinaires, pour donner du support dans les maisons de repos. Alors cette intervention, dès le début pour la Wallonie, elle a été faite en collaboration avec la VIC, mais aussi avec d'autres acteurs du terrain, dont la Fédération des maisons médicales, mais aussi la Croix-Rouge. La raison, c'est qu'on s'est très rapidement rendu compte qu'il y a énormément de maisons de repos en Wallonie. Et soyons honnêtes, on était, MSF, aussi limité dans le nombre de ressources qu'on avait. Donc on ne savait pas déployer 50 équipes mobiles pour aller dans toutes les maisons de repos qui en avaient besoin. Mais aussi, comme l'a dit Fanny, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir travailler avec des acteurs de terrain, des acteurs locaux qui justement connaissent mieux la région, on va dire, que MSF. Alors, on a effectivement donc commencé, je vous l'ai dit, dans les maisons de repos en Wallonie à partir de la mi-avril. Pour nous, c'était trop tard. On aurait bien, rétrospectivement, on pense qu'il aurait fallu commencer l'intervention beaucoup plus tôt. Parce que la situation dans les maisons de repos était déjà dramatique et que, de manière globale, je pense que c'est un regret pour tout le monde de ne pas avoir prioritisé l'intervention dans ces maisons de repos beaucoup plus tôt. Donc, dans cette intervention pour les maisons de repos, ce qu'on a fait, c'est donc des équipes mobiles composées d'habitude d'une infirmière et d'un promoteur de la santé qui se rendaient sur place dans les maisons de repos pour discuter avec le personnel, pour essayer de comprendre c'était quoi la situation réellement sur le terrain, pour essayer de comprendre quelles étaient leurs difficultés, et puis pour essayer de les guider en donnant des formations, en donnant des conseils, des recommandations adaptées à chaque maison de repos. Pour essayer justement de toucher le public le plus large possible, on a aussi organisé des webinaires. Je pense que comme tout le monde, on a découvert l'organisation des webinaires. C'est très chouette. Justement pour essayer de pouvoir partager avec un maximum de personnes notre expérience et nos recommandations face à ce qu'on voyait sur le terrain. Le travail a toujours été fait en collaboration avec les autorités qui sont responsables du secteur dans chaque région, mais on a aussi eu des discussions avec le niveau fédéral quand c'était possible, parce que pour nous, ça restait très important justement d'alerter aussi les responsables sur ce qui se passait, parce que c'est une situation qui était dramatique et qui a besoin justement
que ce soit pris en compte et qu'il y ait des changements globaux. Ça ne peut pas juste être une intervention d'MSF sur 3 mois et puis on laisse la situation comme on l'avait trouvée. Donc, les principaux objectifs de notre intervention dans les maisons de repos, c'était justement d'évaluer et d'améliorer les compétences, connaissances en matière de prévention et contrôle des infections pour pouvoir réduire la transmission au sein des maisons de repos. Parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, c'était un domaine qui était un petit peu, on va dire, pas toujours un excellent niveau et que donc le personnel avait vraiment besoin de recommandations claires sur comment est-ce qu'on arrête la transmission, sur les gestes barrières, sur les choses clés à mettre en place pour éviter que tous les résidents de la maison de repos soient infectés. On a aussi essayé de les aider pour tout ce qui est l'organisation des soins. Donc par ça, on pense comment organiser un dépistage, comment faire un cohortage une fois qu'on a les résultats. Mais on s'est aussi beaucoup investi dans le déconfinement, surtout vers la fin du mois de mai et le mois de juin. Et enfin, le troisième volet, et là on s'est rendu compte assez rapidement que c'était vraiment essentiel, c'était d'assurer un soutien psychologique au personnel des maisons de repos. Parce que je pense que dès les premières visites, on s'est rendu compte que le personnel était déjà en partie exténué, traumatisé, et qu'ils avaient vraiment beaucoup de mal à gérer la situation dans laquelle ils se retrouvaient. On ne va pas réécrire l'histoire, mais c'est sûr que le personnel des maisons de repos, le personnel soignant, n'a peut-être pas été rapidement considéré comme vraiment du personnel de première ligne. Et on a entendu à de nombreuses reprises de leur part qu'ils se sentaient complètement abandonnés, qu'ils se sentaient seuls, nus face à l'épidémie et qu'ils avaient vraiment besoin de support. Les principales choses qu'on a observées, oui, c'est en effet qu'au début de la crise, le réflexe a sans doute été, face à l'inconnu, de prioriser un petit peu les hôpitaux, d'essayer de les préparer eux au mieux. Et les maisons de repos et de soins n'ont pas été considérées comme prioritaires. On a tous entendu parler du manque de matériel de protection pour ce secteur qui est arrivé tardivement. Mais il y avait aussi, dès le début, des problèmes en termes de ressources humaines, c'est-à-dire que le personnel des maisons de repos n'était pas forcément formé sur comment réagir en cas d'épidémie et ils n'étaient pas non plus formés sur comment, par exemple, utiliser le matériel de protection. Donc le tout, ce n'était pas simplement de fournir du matériel, mais c'était aussi de pouvoir être sûr que le personnel sait comment l'utiliser. Une autre chose qui a été très très claire, c'est que les maisons de repos et les maisons de repos et de soins ne sont pas des hôpitaux. C'est avant tout des lieux de vie. Ils n'ont pas vocation à devenir des hôpitaux, mais dans certains cas, ils ont dû, du jour au lendemain, se transformer en espèce d'hôpital de fortune. C'est-à-dire qu'ils ont dû prendre soin de patients à un niveau plus élevé que ce qu'ils ont l'habitude de faire, sans avoir l'expertise technique, sans savoir forcément comment organiser les soins, et sans avoir toujours tout l'équipement médical nécessaire. Et évidemment, c'est sûr que l'épidémie et le confinement et tous ces problèmes ont eu un énorme impact sur le bien-être du personnel, mais aussi des résidents. On va y revenir un peu plus tard, mais je pense qu'on a, nous aussi, MSF, peut-être un peu sous-estimé au début l'impact sur le bien-être des résidents qu'a pu avoir le confinement, qu'a pu avoir le fait de fermer les maisons de repos. Et évidemment, on s'est rendu compte qu'il y avait, en tout cas au début, un manque de soutien psychologique à tous les niveaux. Et donc là, on a aussi essayé de travailler en collaboration, comme a expliqué Fanny, notamment avec la Croix-Rouge et avec le service du SISU pour qu'eux puissent intervenir quand c'était possible. Donc, en juillet, lorsqu'on a clôturé l'intervention vraiment des équipes mobiles de support dans les maisons de repos, on a publié un rapport avec tout ce qu'on avait pu observer, avec la réalité sur le terrain, avec ce qu'on avait vu dans les 3 régions du pays, qui s'appelle « Les laissés pour compte de la réponse au Covid-19 ». J'ai quelques exemplaires papier, si vous voulez. Et parce que c'était important pour nous de partager notre expérience et justement, comme je vous le disais, de ne pas juste laisser ça 3 mois d'intervention et puis on plie bagage et on s'en va.
Donc, les principales recommandations qu'on a faites dans ce rapport, c'était améliorer la coordination et la communication, parce que voilà, ça c'est quelque chose qui est ressorti assez fréquemment, c'est que c'était très compliqué pour les maisons de repos à tous les niveaux, donc pour les directions, pour les personnels, pour les résidents, mais aussi pour les familles, de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, c'était quoi les directives, finalement, qu'est-ce qu'on applique aujourd'hui, est-ce qu'on fait ça bien, est-ce qu'on ne fait pas ça bien, et que la communication entre les différentes instances, entre les autorités et les directions de maisons de repos, mais aussi entre le personnel et les familles, entre les résidents et le personnel, avait été plus que laborieuse. On recommande clairement de mettre en place un plan de réponse à l'urgence. Donc, comment répondre à une urgence dans une maison de repos, pour chaque maison de repos, avec des protocoles adaptés et pragmatiques. Parce que s'il y a bien une chose qu'on s'est rendu compte, c'est que les maisons de repos sont toutes différentes. C'est un secteur, oui, mais finalement, chaque institution va avoir ses spécificités, et ça peut être à cause de choses aussi simples que la disposition du bâtiment. Donc, ce n'est pas toujours aussi clair et net que, voilà, quand vous avez des cas positifs, vous devez tous les séparer d'un côté. Il y a simplement des endroits où ce n'est pas possible de faire ça. Donc, il faut vraiment que les protocoles et les recommandations puissent être adaptés dans les maisons de repos. C'est pour ça qu'on a recommandé justement de mettre en place et de garder ce système d'équipe mobile qu'on avait développé pour pouvoir apporter du soutien aux maisons de repos, pour mettre en place les recommandations et les protocoles. Parce que ce qui fait la différence, c'est d'avoir quelqu'un qui est là pour donner du support et pas tout le temps quelqu'un qui est là pour du contrôle. Il y a une vraie volonté pour pouvoir adapter les protocoles, mais parfois il y a simplement un manque de savoir et du coup une certaine forme de paralysie qui fait que si on ne sait pas par où commencer, on a un petit peu tendance à s'arrêter et à tout fermer. Alors, évidemment, on aimerait aussi voir plus de formation permanente sur tout ce qui est mesures, contrôle et prévention des infections, effectivement, mais aussi sur toute une série d'autres domaines, notamment le support en santé mentale et le bien-être psychologique. C'est une demande qui vient du personnel des maisons de repos et c'est vraiment une de nos recommandations parce que c'est un énorme besoin pour le personnel, mais aussi pour le résident. Alors, on a également déjà recommandé en juillet, justement, de mettre l'accent sur les soins en santé mentale, d'impliquer plus les psychologues à l'intérieur des maisons de repos, pas seulement d'avoir des psychologues qui sont disponibles en ligne ou au téléphone, mais vraiment d'avoir cette démarche proactive, d'aller vers les maisons de repos, d'aller sur place, parce qu'on s'est rendu compte que tous les moyens qui étaient mis à disposition n'étaient pas utilisés, en tout cas par le personnel soignant. Parce que faire la démarche de demander de l'aide quand on est débordé toute la journée, ça peut être très compliqué. Et du coup, voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés, les soignants sont les plus mal soignés, on va dire. Et donc, on a vu qu'à moins que les psychologues se rendent vraiment sur place, le personnel avait du mal à se laisser aller et à parler de ce qu'il voyait. On a en juillet effectivement aussi recommandé de mettre en place des tests de dépistage réguliers, de ne pas juste faire un dépistage une fois tous les 6 mois. Et clairement, ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que quand les tests sont arrivés, quand la possibilité de testing en maison de repos est arrivée en avril, ça a fait une énorme différence pour les maisons de repos, pour l'organisation des soins. Et le personnel nous l'a répété, on savait enfin où on allait, on pouvait enfin identifier les gens qui étaient malades et ceux qui ne l'étaient pas. On sait qu'il y a eu beaucoup de cas asymptomatiques qui ont été découverts comme ça. Et pour eux, ça fait vraiment une différence de pouvoir identifier qui est patient et qui ne l'est pas. De manière globale, on pense que oui, il faudrait une harmonisation des données de surveillance parce que pour avoir travaillé dans les 3 régions du pays, on peut vous dire que c'est compliqué. Tout le monde a des systèmes différents. Après, tout le monde les envoie normalement à Cienzano, mais ces données ne reviennent pas toujours. Donc c'est un petit peu... c'est toujours difficile d'avoir les gens, de continuer à demander aux gens sans cesse de remplir toutes leurs données tous les matins, tous les jours, d'avoir des coups de fil s'ils ne le font pas.
alors qu'en retour, ils ne savent pas du tout ce qui est fait avec ces données. Donc, notre recommandation en juillet, c'était vraiment, si vous voulez que les gens continuent à vous dire ce qui se passe dans les maisons de repos, c'est important de leur dire aussi ce que vous faites de ces données, pour qu'ils puissent comprendre à quoi ça sert. Et enfin, notre dernière recommandation, c'était vraiment de créer des systèmes d'échange d'expériences et d'essayer un maximum de créer des réseaux. Parce que s'il y a une chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'a pas vu vraiment de fortes différences dans les 3 régions du pays par rapport à la situation dans les maisons de repos. Et étonnamment, on n'a pas forcément vu de différence entre les maisons de repos du secteur privé et du secteur public. Par contre, là où on a vu une immense différence, c'était les maisons de repos qui étaient isolées, seules, et les maisons de repos qui font partie d'un réseau. Alors ça peut être un groupe privé, mais ça peut aussi être le CPAS, ça peut aussi être simplement géographiquement des maisons de repos qui sont proches les unes des autres, ou des directeurs de maisons de repos qui se connaissent de leurs études, ou des choses comme ça. Et une fois qu'il y avait un réseau, ça a beaucoup plus aidé le personnel, justement. Ça a aidé les directions à prendre des décisions et à mettre en place les recommandations et les protocoles. Donc ces recommandations, on les a faites au mois de juillet et on était assez contents parce qu'en Wallonie, justement, ces équipes mobiles avaient été développées avec la VIC dès le début. Il y avait quand même, je pense, une quarantaine de personnes qui avaient été formées par les équipes de MSF. Il y avait les équipes de la Fédération des maisons médicales et il y avait encore des équipes de la Croix-Rouge qui étaient sur le terrain, qui pouvaient justement continuer à amener du support. Malheureusement, récemment, ma collègue Pauline a été appelée pour retourner, pour donner du support dans une maison qui accueille des gens en situation de handicap. Et on s'est rendu compte que le système des équipes mobiles de support n'existait plus. Malheureusement, il n'était plus en fonction, ou en tout cas, il n'était pas disponible suffisamment rapidement en cas d'urgence. Alors que pour nous, c'est une solution qui doit être sur du long terme, parce que vu le nombre de maisons de repos qu'il y a en Wallonie et la taille des besoins de support, c'est vraiment essentiel de pouvoir les accompagner sur du long terme. On a eu le même débat, je dirais, en Flandre, où on a aussi dû pousser pendant très longtemps pour qu'ils mettent ça en place. Et on était justement plutôt à l'inverse. Au mois de juin, il n'y avait rien qui était en place. Mais récemment, sur les 3 derniers mois, ils ont engagé une trentaine d'équipes mobiles qui sont là pour 1 an renouvelables, justement pour pouvoir continuer à apporter ce support aux maisons de repos. Donc on a vu que c'était possible. Et notre recommandation, du coup, maintenant, 3 mois plus tard, c'est vraiment de pousser pour que ça se remette en place. Il y a des gens qui ont été formés, il y a des gens qui ont la connaissance, et ce serait dommage que ça se perde sans vraiment qu'on sache pourquoi, j'avoue. Donc, comme je vous l'ai dit, on a terminé nos activités d'intervention à la fin du mois de juin. Et au mois de juillet, on a lancé une recherche opérationnelle qualitative dans les maisons de repos pour essayer de comprendre les besoins psychologiques des résidents et du personnel. La raison de cette recherche, c'est clairement que dans nos visites, on avait vraiment pu prendre la mesure de l'impact sur le bien-être psychosocial du personnel, mais on entendait aussi de plus en plus souvent l'impact sur le bien-être des résidents. Et on n'avait pas pu s'investir vraiment dans cet aspect-là, parce que, comme tout le monde, c'était la crise, on était débordés. Mais on voulait vraiment pouvoir amener aussi quelque chose par rapport à ça, parce que finalement, le plus important dans les maisons de repos, ce sont les résidents. Donc, on a fait une étude qualitative. On a sélectionné 8 maisons de repos du territoire de la région bruxelloise. C'est un choix délibéré de visiter les maisons de repos sur Bruxelles pour des raisons de proximité et aussi parce que de par nos interventions, on savait que la situation était globalement la même dans les 3 régions. On a essayé de faire un mélange entre des structures qu'MSF n'avait jamais visitées et des structures qu'MSF avait déjà visitées pour ne justement pas être biaisés. Et on a fait un mélange entre des structures qui viennent du privé, du public, mais aussi des ASBL.
pour l'étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des groupes de discussion. Donc, on a fait 8 groupes de discussion avec le personnel des maisons de repos, surtout avec le personnel qui est directement en contact avec les résidents. Donc, les infirmiers, les aides-soignants, les kinés, les ergothérapeutes. Et on a aussi fait 64 entretiens individuels avec les résidents eux-mêmes des maisons de repos pour leur donner la parole et pour écouter leur version, eux, comment ils avaient vécu le confinement, ce qu'ils pensaient de la crise du Covid. Alors, les résultats pour le personnel, après avoir travaillé quand même plus de 3 mois aux côtés du personnel, on n'a pas été forcément surpris. On a trouvé une très forte résilience au sein du personnel et vraiment une solidarité au sein des équipes. J'en ai reparlé avec les maisons de repos où on a été justement faire l'étude, et c'est sûr que même pour eux, ils se rendent compte que les équipes sont plus soudées maintenant, après avoir traversé cette crise. Il faut vraiment pas sous-estimer à quel point ce personnel est engagé par rapport aux résidents. Ils étaient dans une situation compliquée, mais ils voulaient vraiment essayer de faire de leur mieux pour prendre soin des résidents, même s'ils se rendaient bien compte que ce n'était pas toujours idéal. Ils nous ont beaucoup parlé, le personnel, justement, de ce manque de contact humain. Alors, évidemment, on va en revenir par rapport aux résidents, mais pour le personnel aussi, ça a été difficile. Je pense que ça a été difficile pour tous les Belges, en fait, d'arrêter subitement le contact humain avec les résidents. Il faut savoir que c'est des gens qui habitent là depuis parfois des années, et donc il y a l'habitude de se faire la bise le matin, il y a l'habitude d'aider madame de la chambre 214 en la tenant par le bras, et tous ces petits gestes qui ont dû être arrêtés, ça a été aussi très difficile pour le personnel. Alors clairement, ils nous ont reparlé de leur sentiment qu'il y avait un manque total de préparation, qu'il y avait le manque du matériel, qu'il n'y avait pas les bons protocoles et qu'il y avait des problèmes de communication. Mais ils nous ont aussi dit que pour eux, ce qui était parfois le plus difficile, c'était de s'adapter constamment à des directives qui changeaient. Qu'un jour, il fallait faire ça et le lendemain, il fallait faire autre chose. Et que quand tous les jours, votre charge de travail est différente, tous les jours, votre poste de travail est différent, que vous êtes ergothérapeute, mais que ça fait une semaine qu'en fait, vous servez des repas parce qu'il n'y a plus assez de personnel, c'est difficile, c'est compliqué parce qu'ils ont la volonté de faire au mieux dans leur travail, mais avec tous les problèmes de manque de ressources et de manque d'équipement, finalement, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ça a créé des dilemmes éthiques, ça c'est sûr, parce que voilà, parfois, appliquer les mesures extrêmement strictes d'isolation en chambre, où les résidents se retrouvaient seuls pendant des très longues périodes, coupés des autres résidents, c'est pas du tout ça que le personnel a envie de faire dans les maisons de repos. Je veux dire, ils sont là pour prendre soin des résidents, ils sont là pour essayer de leur offrir la meilleure qualité de vie possible pour leurs dernières années, et tout d'un coup, ils pouvaient plus faire tout ça. Donc, tout cela a évidemment eu un énorme impact émotionnel sur le personnel des maisons de repos. On nous a beaucoup parlé de la peur pendant le pic de l'épidémie, avec beaucoup de personnel qui parfois étaient absents parce qu'ils avaient peur de se contaminer, de contaminer les résidents, de contaminer leur famille. Un sentiment d'impuissance énorme, la tristesse, le chagrin, la colère et un sentiment de culpabilité. On a aussi beaucoup entendu parler de stigmatisation, justement, même au début de la crise. Donc, c'est-à-dire que quand tout le monde applaudissait encore les soignants aux fenêtres, le personnel des maisons de repos nous rapportait plutôt que eux, dans leur quartier, dans leur famille, parfois c'était très difficile parce qu'ils rentraient et qu'ils étaient accusés de venir propager l'épidémie dans le quartier, qu'ils étaient en train de tuer les résidents des maisons de repos. Et donc, tout ça, pendant 3 mois, c'est assez difficile à vivre. Donc, les demandes du personnel, elles étaient assez claires, en fait. C'est déjà un soutien psychologique supplémentaire, comme je vous le disais, pour eux-mêmes, en présentiel, mais aussi pour les résidents, parce qu'ils se sont clairement rendus compte que les résidents en avaient besoin. Des formations sur la communication, parce que, comme je vous l'ai dit, on s'est rendu compte que la communication était compliquée, et que le personnel, lui aussi, s'est rendu compte qu'il pouvait sans doute améliorer sa communication avec les résidents, avec les familles, c'est essentiel.
et entre eux. Et enfin, évidemment, une demande pour avoir une organisation cohérente, des directions et des recommandations claires. Je pense que je ne pourrai jamais le répéter suffisamment. Chez les résidents, c'est apparu vraiment très très clairement, je pense, que les résidents, ce qui était difficile, c'était pas la peur d'attraper le Covid, c'était pas la peur de mourir, c'était d'être enfermé pendant des mois, sans voir personne, sans pouvoir sortir, sans avoir d'activité. C'est vraiment ça qui a eu un plus gros impact sur les résidents, plutôt qu'une crainte d'être infecté par le virus et d'en décéder au final. Donc, il y a eu évidemment un isolement social et un sentiment de solitude, comme je vous l'ai dit. Le réflexe au début, quand on ne connaissait pas trop la maladie et que personne n'était vraiment préparé, c'était d'isoler tous les résidents en chambre, d'arrêter les visites, d'arrêter les activités, d'arrêter la venue de tout ce qui était considéré comme soins non essentiels. Et évidemment, ça a créé assez directement un manque de contact social et physique, un manque d'activité, un manque d'air frais. Je veux dire, il y a certains endroits où s'il n'y a pas de jardin, les résidents, ils ne pouvaient simplement plus aller dehors puisqu'ils ne pouvaient plus aller à l'extérieur, ils ne pouvaient plus aller acheter le journal, ils ne pouvaient plus aller se promener au parc. Et évidemment, le fait de perturber la routine quotidienne, en fait, a un énorme impact sur le bien-être des résidents. Parce que ça peut peut-être à nous paraître un peu trivial, mais voilà, le fait justement d'aller jouer aux cartes avec les résidents de la chambre d'à côté, d'aller boire un café, de descendre au potager, d'aller acheter le journal, et puis d'avoir les activités de groupe, et puis d'avoir les repas ensemble, c'est une routine et un quotidien qui est essentiel au bien-être justement des résidents. Ils nous ont beaucoup parlé de ce qu'ils appellent un manque d'information et d'explication, c'est-à-dire que, effectivement, personne leur a demandé, eux, leur avis. Alors, je sais que c'est impossible de demander à tout le monde son avis, mais ils n'ont pas forcément non plus reçu d'explication sur les mesures qui étaient mises en place. Ils n'ont pas toujours su pourquoi les maisons de repos étaient fermées aux visites, pendant combien de temps. Ils n'avaient pas vraiment de perspective de durée sur quand est-ce que ça allait s'arrêter, quand est-ce que les activités allaient reprendre. Et de nouveau, est-ce qu'ils comprenaient la situation? Est-ce que c'était des mesures qu'ils pouvaient comprendre et appliquer? Et donc globalement, oui, il y a eu une perte de la qualité de vie pour ces personnes qui, voilà, comme vous pouvez le voir dans la citation, on le dit, nous savons que nous allons bientôt mourir, mais nous ne voulons pas passer nos derniers jours comme ça, en prison. Pour eux, l'essentiel, c'est pas de rester en vie à tout prix, c'est de profiter des moments qu'ils ont encore. Donc, après avoir analysé tous ces groupes de discussion et ces entretiens individuels, on a fait une nouvelle série de recommandations, justement pour maintenant, pour vraiment aussi prendre en compte le bien-être des résidents. Alors, ça ne signifie pas qu'il faut oublier les mesures de contrôle et prévention des infections, qu'il faut les relâcher. Elles sont essentielles aussi dans les maisons de repos, mais il faut remettre le bien-être des résidents au centre de la réponse au Covid. Et c'est possible de faire les deux. Donc, il faut maintenir des contacts sociaux réels et des interactions physiques en respectant les mesures de sécurité. Ça peut paraître compliqué, mais c'est faisable. Et maintenant, on est début octobre et il y a certains endroits où les visites ne sont toujours pas autorisées. Ça fait plus de 6 mois que les résidents n'ont pas vu leur famille ou n'ont pas eu une vraie visite. Alors, je comprends, nous, parfois, on peut s'y perdre entre nos bulles sociales qui changent et les règles qui changent, mais au moins, on a toujours quelque chose, on a une bulle. Pour certaines personnes, depuis 6 mois, il n'y a rien. Et maintenant, il faut vraiment que ce soit clair qu'il faut un minimum de visites. Même s'il y a des cas dans la maison de repos, même si le personnel a peur et est fatigué et manque de moyens, il faut leur donner du support pour mettre en place ces visites. Ensuite, c'est important de maintenir les activités individuelles et collectives en respectant les mesures PCI. De nouveau, ça peut paraître idiot, mais il y a plein d'activités qui sont encore possibles. L'origami, le bingo, franchement, il ne faut pas hésiter parce que ça aussi, ça fait partie du quotidien des résidents et ça leur fait du bien.
Maintenir en permanence l'offre de soins de santé essentiels. Ce n'est pas seulement les généralistes, mais c'est aussi les kinés et les ergothérapeutes. Le manque d'activité physique a un impact sur la santé mentale et physique des résidents. Donc le fait de rester en chambre toute la journée, c'est pas bon. Le fait d'arrêter la venue des kinés, clairement, ça a un impact. On l'a vu, améliorer le partage d'informations et de communication avec les résidents, mais aussi avec les familles. Parce que si on veut pouvoir remettre tout ça en place, il faut que les familles s'investissent, soient d'accord, suivent les règles et supportent les maisons de repos. Et enfin, des activités de formation pour le personnel, justement, par rapport au soutien psychosocial des résidents. C'est une demande du personnel, mais ça va aussi impacter positivement sur les résidents. Et enfin, ne pas oublier le support psychosocial pour le personnel toujours, qui a été en première ligne pendant cette crise depuis 6 mois, qui n'en voit pas le bout et qui a vraiment encore besoin de support. Il ne faut pas se dire que maintenant qu'ils sont habitués, maintenant qu'ils savent ce que c'est, tout va pour le mieux. Non, ça va rester un événement traumatique et il faut un accompagnement, il faut du support pour ce personnel. Si jamais vous voulez plus d'informations, MSF, on a développé un site internet avec tous les outils qu'on a utilisés pour le support aux maisons de repos, en collaboration avec les autres acteurs. Et puis, il y a donc le rapport sur les maisons de repos que je viens rapidement vous présenter. Je voudrais quand même terminer rapidement pour vous dire que voilà, ça fait un moment que je travaille chez MSF et on a l'habitude vraiment de travailler aux 4 coins de la planète et de voir des choses parfois difficiles. Et pour moi, ça a été extrêmement dur d'être face à ce que j'ai vu dans les maisons de repos, de me retrouver dans une situation de crise dans mon propre pays, au coin de ma rue. Et c'est encore plus difficile de voir que voilà, on a partagé notre expérience, on a partagé des recommandations en juillet afin d'éviter qu'une telle situation se reproduise, parce que ça ne peut jamais se reproduire. Et alors que je pense qu'il y a eu plein de bonnes initiatives, il y a aussi vraiment un momentum maintenant pour continuer là-dedans, pour continuer à supporter ce secteur qui en a besoin si on ne veut pas assister au même... vraiment à la même crise. Il faut du soutien pour le personnel, il faut du soutien pour les résidents. Ça fait des mois vraiment que je vous dis qu'ils se démènent là-dessus et ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Et il faut vraiment, je ne peux que insister, supporter ce secteur parce que c'est essentiel pour le bien-être et la qualité de vie des résidents qui le méritent, que nos aînés clairement méritent de pouvoir passer leurs dernières années convenablement. Il faut que cette approche elle soit proactive, multidisciplinaire. C'est pas que augmenter les infirmiers, c'est vraiment augmenter toutes les équipes et donner du support à toutes les équipes. Et c'est urgent de mettre cela en place. On ne peut plus aujourd'hui invoquer l'effet de surprise, invoquer le fait qu'on ne connaissait pas le virus. Ça fait 6 mois qu'on est dedans, on ne sait pas pour combien de temps on en a, mais il faut prendre nos responsabilités parce que c'est la moindre des choses et qu'il faut garantir le bien-être physique et mental des résidents dans toutes les collectivités résidentielles. Donc ça peut être difficile, mais la santé physique et la santé mentale, ce n'est pas juste une question de finances, ce n'est pas juste une question d'État, c'est une question de santé publique. Et il ne faut pas l'oublier que cette balance est essentielle.